Un jour, Tiens, pour parler de flop, la semaine dernière, on a parlé de Zion en termes de flop. Il est encore blessé. Il y a une question qui est arrivée, c'est quel est l'apport de Zion pour la NBA? Bon, alors moi, je l'ai pour vous. C'est celle-là. Voilà. C'est une paire de sneakers, la Zion Vodou. C'est sans doute ce qu'il a fait de mieux depuis qu'il est en NBA. Moi, après, j'ai jamais vraiment cru. Le sneaker addict. Moi, c'est pas que j'ai jamais cru en lui, mais c'est plus que je me suis toujours posé la question, niveau taille, poids, puissance physique et son niveau de hors forme, je me suis toujours dit que s'il gardait pas un haut niveau athlétique, ça allait toujours être compliqué pour lui. Mais il n'était pas en surpoids quand il est arrivé en NBA. Il n'était pas en surpoids. Il était peut-être pas en surpoids, mais il était pas loin. Il n'était pas fit. Ah ouais. Là, c'est la première année où il est vraiment fit à mort. Ouais, mais là, cette année, voilà, c'est ça que j'allais dire. Cette année-là, frère, il a le corps parfait, là. Comme quand il était un peu même au lycée ou à la fac. Est-ce que c'est pas déjà fini? Mon gars, attends, t'es pire qu'Owam. Non, mais attends, tu peux avoir. Non, t'es pire qu'Owam, vas-y. En vrai, Zion, c'est le gars qui, physiquement, on peut faire le parallèle avec Charles Barkley. C'est à peu près le même type de physique et de capacité. Attention. Moi, j'aurais dit Larry Johnson. J'aurais dit Larry Johnson, mais bon. En termes. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais eu un vétéran comme Moses Malone pour lui apprendre c'est quoi être professionnel. Non, mais il n'a pas le mental d'un Barkley. Oui, il n'a pas la volonté, mais il n'a pas eu le mec qui lui met un coup de pied au cul en disant hey, gamin, on fait pas ça. Quand tu penses à Zion, c'est con à dire, mais tu penses à quoi? Tu penses à la bouffe. Tu penses pas au basket. Le mettez pas avec Jamorant. Là, tu penses flingue, c'est différent encore. Moi, personnellement, j'en ai un peu marre de cet argument d'à chaque fois, les mecs, il faut les prendre par la main, il faut les chaperonner, il faut ceci, il faut cela, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, il y a certaines catégories de joueurs, tu es une icône, tu as une certaine représentation. Tu sais ils ne sont pas matures, général, frère. Ils ne sont pas matures. Ils sont jeunes. Tu vois, donc là où je vais être en désaccord avec toi, c'est qu'il y a certes un problème de maturité, mais ça a toujours existé. Et il y a un certain nombre de joueurs, et c'est là où je rejoins Dr G, il y a un certain nombre de joueurs, même dans le passé, qui étaient obligés d'être encadrés, qui avaient besoin d'être encadrés, d'être emmenés par la main. Après, tu as des énergumènes, des gars, c'est des énergumènes, ils arrivent, quand on dit qu'ils sont NBA ready, ils sont tout de suite, même mentalement, ils sont dans un mood, je veux gagner. Tu vois, des mecs comme Magic Johnson, Larry Bird, quand ils sont arrivés, ils ont pas eu besoin d'être encadrés, les mecs. Ils ont pris leurs équipes sur les épaules, ils ont dit, vas-y, on y va tout droit. Jordan, il a bouffé de la merde, mais dès les premières années, il a empilé les stats. Il s'en fichait, il continuait. Donc, mais Kevin Garnett aussi, quand il est arrivé, mais ça, c'est des mecs qu'on parle de. Il n'y avait pas de vétéran à Minnesota quand il est arrivé. Garnett. Comment? Garnett, quand il est arrivé à Minnesota, il n'y avait pas de vétéran encore. Mais c'est après que Sam Cassell, Latrell Sprewell sont arrivés et tout ça. Ouais, mais là, les gars, moi, ça me pousse à la réflexion. Mais là, vous citez que les noms des plus grands. Donc, forcément, ils ont le mental. C'est ce que je dis. Les plus grands, c'est des mecs qui n'ont pas eu besoin. Les autres, ils ont malheureusement. En fait, il faut comprendre un truc. Et surtout maintenant, la différence, déjà avant, quand les mecs qui rentraient dans la ligue, ils avaient combien? 22, 23, 24 ans pour certains. Aujourd'hui, les mecs qui rentrent dans la ligue, ils ont 18 ans. Ça veut dire, franchement, on est tous honnêtes là. Je sais pas quel âge vous avez, les gars, mais on a tous plus de 35 ans, je présume. Et à 18 ou 20 ans, moi, je n'étais pas un adulte dans ma tête. J'étais peut-être mature sur un certain nombre de points, mais je n'étais pas un adulte. Alors là, tu donnes des millions de dollars à des gars qui ont la vingtaine d'années, qui des fois viennent de milieux défavorisés, avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les femmes, le jeu, l'argent, tu vois, tous les vices possibles et imaginables qui sont inaccessibles. Et les gars, en fait, comment ils font pour rester focus? Ils ont besoin d'être encadrés. Encore plus que la génération d'avant parce qu'ils rentrent beaucoup plus jeunes dans la ligue. Tu vois, après, tu as des spécimens qui rentrent et dès qu'ils rentrent, ils sont là pour casser quelque chose. Mais ça, c'est des mecs, comme tu dis, c'est les plus grands. C'est des mecs, voilà, mais c'est des exceptions. Ouais. Après, les autres globalement, même un mec comme, tu vois, il prenait l'exemple de Barkley,
même un mec comme Barkley, il a eu besoin un petit peu d'être tu vois, guidé. Et pourtant, Barkley, faut m'expliquer que c'est pas un très grand joueur. Rodman, il a eu besoin d'être guidé. Attends, Barclay, c'est pas un très grand joueur, t'as dit? Non, Non, il donnait, j'ai dit il donnait pourtant, des c'est un de très manière grand joueur. ironique. Ouais, ouais, ah oui, d'accord, ok. Oui, Non, oui. non, non, j'ai pas dit que Non, Barkley, mais de c'était toute pas un façon, très grand les joueur. petits, quand ils arrivent en NBA, on leur fait une formation, on leur explique les vices, dans les pièges dans lesquels ils doivent pas tomber, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Ah, Doc, c'est le truc de ils 3 ont- jours. Eh, on a tous été à la fac, on sait tous que des fois il y a des cours qui nous saoulent, on y va parce qu'il faut y aller, et on fait semblant de dormir, enfin on fait semblant de suivre et on dort. Ouais, C'est comme ça qu'ils d'accord, font. ok, ok, C'est pas d'accord. le mec qui au quotidien t'encadre et qui te dit, porte mes pompes et je vais t'apprendre la vie. Non, c'est pas. La Non, mais formation NBA, c'est pas la même chose. Pas la non, mais formation c'est. auquel tu fais référence. Ok, ok. Et puis, il y a le principe d'exemplarité. C'est tout bête, mais dans tous les sports, tu vois que. Mais même, tu vois, la dernière fois, j'ai fait le parallèle avec le foot et tu peux refaire ce parallèle-là. Même un mec comme Cristiano Ronaldo, qui est un des plus grands, un mec comme Cristiano, il a fallu qu'il arrive à Manchester, il a fallu qu'il se fasse taper sur les doigts par Ferguson, par Roy Keane, par Beckham, par tous les mecs qui étaient là et qui lui prenaient la tête H24 en lui disant mais arrête tes conneries, arrête tes conneries. Et même là, ça lui a pris 3 ans pour arriver à maturité. Donc, voilà, un mec comme Messi, il a été protégé. Tu vois ce que je veux dire? Et à côté de ça, tu as des mecs comme Mbappé, ils sont arrivés, c'était des produits finis dans leur tête, ils sont là pour casser quelque chose. La Parce que, même chose avec Wembanyama, il n'a pas besoin d'être encadré. Le mec, il est mais- venu pour casser quelque chose. parce que si tu prends l'exemple de Wemby et de Mbappé, ils ont été formés et conditionnés parce qu'ils savaient déjà leur avenir, leur trajectoire, il était déjà visible. Tout De comme toute façon, Zion. ils étaient programmés pour être des game changers. Voilà, Ils, mais et Tout ce qui ne sera pas. ils avaient une famille de pros. Ils avaient une voilà, famille de pros derrière eux. Ouais, aussi. Bon, les deux. Ça, non, mais- Mais est-ce que vous pensez pas que le fait que ces mecs-là, il n'y ait pas assez de vétérans dans leurs équipes, des fois ils sont, je sais pas moi, 10 jeunes et tout, tu vois, il n'y a même pas de vétérans qui a, je sais pas, 7, 8 ans dans l'équipe. Est-ce que c'est pas aussi un problème ça, qu'ils Bah, soient pas ça, encadrés dans les vestiaires par des vieux qui leur, tu vois? ça, je suis on voit tout- pas d'excès. ça, je suis Regarde, tout- quand tu regardes à OKC, t'as pas d'excès. Ouais, mais parce qu'ils ont la tête bien faite, tu vois, C'est pas- sûrement, tu Non, vois. mais et Ils ont puis, tous la- parce que c'est Ok, l'organisation qui est saine. mais regarde. Ok, ici, t'as eu des vétérans. Hein. Ok, ici, t'as eu des vétérans. Hein. Ouais. Non, mais La tu majorité vois, de la tu petite vois. bande là qui va au titre, ils ont joué avec Chris Paul. la C'est vrai. construction, On a tendance à l'oublier. la Ouais, construction c'est vrai, ça. ici, elle s'est pas faite comme ça. Elle s'est vraiment faite dans le dur. Elle s'est construite petit à petit. Après, il a ramené les joueurs. Shea, il est arrivé. Chris Paul, il est arrivé. Et Chris Paul, on sait très bien que c'est l'un des joueurs de la ligue que quand il rentre, il met tout de suite de l'ordre. Il a toujours été connu pour ça. Et même au bout d'un moment, il y a plusieurs joueurs qui se plaignaient de sa rigueur et de sa façon de voir les choses, parce qu'au bout d'un moment, c'était un peu trop la dictature et sa façon de voir les choses. Mais partout où Chris Paul est passé, l'ordre, il a toujours régné. C'est quelque chose qu'on n'a jamais pu lui reprocher. Tout comme Westbrook, peut-être que Westbrook, niveau stats et fin de match, c'est compliqué, mais en termes de coéquipier et de gestion d'équipe quand il était au top, quand il est passé au Wizards, c'est la même chose. Et là, là où je rejoins le doc, c'est vrai que ça manque un petit peu de ce côté de mentorat, où les mecs ils sont capables de s'appuyer sur des mecs, mais après maintenant, est-ce que les joueurs NBA ils sont capables de faire ça? Maintenant, par exemple, je sais que Kevin Durant à Houston, il a dit qu'il aimerait bien le faire, mais on sait très bien que Kevin Durant, c'est un gamer, c'est un bowler. Il n'a pas cette aura ou ce truc qui te fait dire ah oui, c'est KD, je vais me tenir à carreau. Tu sais qu'il est là, il va jouer, il va avoir ses ballons, il va faire ce truc-là, mais c'est pas comme LeBron, c'est pas comme Chris Paul, c'est pas comme un Steve Nash, où tu vois les mecs partout où ils passent, ils mettent l'ordre et il y a une structure qui s'établit. Après, il y a quand même des trucs qui sont intéressants. Moi, je le fais quand même entre OKC et les Spurs. Là où il y a peut-être moins besoin de tutorat, c'est pour, à mon sens, peut-être 2 raisons. La toute première, c'est déjà que c'est des franchises qui sont
plutôt saines. C'est des franchises qui sont saines avec des encadrements et tout où il y a il y a une vraie structure en fait autour de ça. Hein. Les mecs sont quand même pas largués comme ça dans la nature. C'est quand même, on sent bien qu'il y a une structure derrière où tout est bien codifié, où les gars, il faut qu'ils rentrent dans le moule, etc., etc. Donc ça aide pas mal. Et le deuxième truc, après, c'est pas péjoratif, mais bon, que ça soit San Antonio ou Oklahoma City, c'est pas les villes avec le plus de vices possible aussi. C'est pas des villes où, tu vois ce que je veux dire, t'es pas à LA, quoi, ou à New York. Mais il y a de bonnes Mexicaines quand même là-bas. Ah, ça y est. Ça y est. Ah, ça y est. Le doc, il a goûté. Il veut pas nous dire, il a goûté. Non, mais. Non, le doc, il goûte tout ce qu'il peut, le doc. Le doc, il goûte. Oh, j'ai apporté juste une précision, c'est tout. Lui, on parle de bowlers, on parle de KD qui est en train de dead le game. Il vient, il sort une Mexicaine. Mais c'est parce que, oui, ça dit, ouais, il n'y a pas trop de vices là-bas. Il y a les Mexicaines, quand même, les Latinas, là, elles sont dangereuses, man. Aïe, aïe, aïe. Doc, t'es Je voulais juste fatigant. apporter un petit Ça, je pensais aussi, mais après, il y a un truc qu'on a dit aussi la semaine dernière, le fait que toutes les plus grandes équipes à l'Est, c'est pas trop ça. Ça joue un peu. Bon, là, je pensais que les Sixers, ils allaient rester dans le haut du tableau vu leur début de saison. Mais par exemple, New York, je les trouve pas si chauds que ça. Cleveland, déception quand même. Voilà quoi. Boston, ils sont pas là. Bon, les Bucks, bon, Giannis, il est blessé, tout ça. Il y a pas les Pacers, le Magic, grosse déception. À l'est, c'est compliqué, alors qu'à l'ouest. Après, à l'est, il y a quand même des paramètres qu'il faut prendre en compte. Je pense que, alors, je sais pas quand est-ce qu'il va reprendre, mais quand Tatum va reprendre le chemin des terrains, on peut vite s'attendre à voir les Celtics enchaîner 10 ou 15 victoires d'affilée. Honnêtement, moi, je le pense vraiment. Ça reste une équipe compétitive. Hein. Il y a quand même certains spécimens dans le lot. Et quand Jalen Brown il va retrouver Tatum, je pense que ça va tout de suite, il va. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des terrains qui vont trembler. Et J'ai une question, hein, tu continues, oui. Pour toi, Tatum va rejouer cette saison? Moi, je pense, ouais. oui, moi je pense Moi, qu'il je pense. Je pense que ça sera après le All-Star, mais je pense qu'il va rejouer, ouais. Ouais, Ok. parce que il a déjà commencé à s'entraîner balle en main. Ok. Donc, il y a des images là qu'on tournait où on l'a vu commencer à shooter et tout. Donc je pense ouais, que dans quelques mois, il sera suffisamment remis. Alors, forcément, les Celtics, ils vont prendre des pincettes et ils vont y aller doucement. Et il y a toujours le risque qu'il fasse une rechute ou qu'il ait du mal à se remettre et tout. Mais globalement, il fait pas de bruit, tout ça, mais on voit bien qu'il est tout de suite dans la reprise. Il est tout de suite. Et c'est un compétiteur. Hein. C'est un compétiteur, Tatum. Et c'est un vrai professionnel. Pour le coup, s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'être très très pro, ce mec-là. Ah non, mais je critique pas du tout le joueur. Moi, c'est même pas une critique en plus. Est-ce que c'est Non, dans non, l'intérêt je des sais. Celtics de le faire jouer cette saison? Bah, je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, mais je pense que lui, par contre, il n'a pas spécialement envie de voir son équipe chuter. Et je pense Il que peut t'entendre voilà. totalement. Et je pense qu'il va vouloir la jouer. Il va vouloir essayer de la jouer. Tu sais, s'ils arrivent à se maintenir entre la 8 et la 10e place, puis qu'ils reviennent même sur une dizaine de matchs, et qu'ils arrivent à aller au play-in, bah, personne n'aura envie de se payer. Ça change une Personne n'aura dynamique, envie de se payer Boston avec Tatum qui est revenu. Oh, de ouf. Personne n'aura envie de les jouer. Moi, Après, pour continuer là sur l'Est, tu parlais d'Indiana, mais Indiana, ça fait 2 saisons qu'ils font une régulière merdique jusqu'au All-Star. Puis après, ils enchaînent comme des dingos, ils arrivent en playoff, ils sont à fond. Donc moi, Indiana, limite, j'ai presque envie de te dire, je ne m'inquiète pas des masses pour eux. Ah, mais là, ils ont perdu le socle de la team, donc c'est compliqué. Bah, ils ont perdu des joueurs, mais bon, je pense que Rick Carlisle, c'est un bon coach. Je pense que c'est un mec qui a réussi à se remettre en question. Et je m'attends à ce qu'il arrive à faire des trucs, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des moves. Mais tu sais, avec un petit ou deux moves, ça peut vite tourner. Hein. Ils ont encore Siakam, ils ont encore Ali Burton. Il y a moyen que ça bouge et qu'il se passe quelque chose. Tu vois, on ne sait jamais. C'est une équipe qu'il ne faut jamais enterrer, j'ai l'impression, Indiana.
Atlanta, bah écoute, j'attends de voir en termes de continuité ce que ça va donner. Et Cleveland, je me demande s'ils n'ont pas été en surchauffe toute l'année dernière et que là, ils sont en train un peu de caler, quoi. Le soufflet est en train de retomber. Bah ouais, après, puis il y a peut-être aussi le contre-coup des playoffs parce que je pense que eux, ils se voyaient vraiment aller au bout. Oui. Contre-coup des playoffs, soit ils sont solides, ils repartent à la guerre, soit. Il y a Donovan Mitchell, ils sont pas solides. Ah, bon, ok. Il a ciblé le gars. Il a ciblé le gars. Je valide. Ah, j'ai rien Ouais, il dit. y a Hein. Donovan Mitchell, ils sont faibles Bah, psychologiquement. le doc, toi par exemple, Donovan Mitchell, tu penses quoi de ce joueur? Ah, moi, c'est un joueur impressionnant, en tout cas, tu vois. Ce qu'il a fait quand il était avec Utah, euh, c'était pas rien, hein, tu vois. À un moment, il a porté son équipe, tout ça, etc. Avec Cleveland, au début, je me disais, vas-y, ça va pas marcher avec l'autre arrière, là, et tout, là. Mais, vas-y, ils ont l'air de bien composer, tu vois. Après, peut-être qu'il y a encore, il y a une faille mentale, ou peut-être qu'il manque quelqu'un dans leur euh, dans leur vestiaire qui a vraiment peut-être une assise, tu vois ce que je veux dire? Sur le game? Je sais pas, mais voilà, mais il leur manque un petit truc. Après, c'est soit ils vont le chercher au fond d'eux-mêmes, soit bon, ils ce seront toujours des équipes de saison régulière, tu vois, pour les shows, tout ça l'année, arriver en playoff. Voilà. Et toi, Docteur G? Pour moi, c'est un scoreur de chez Temu qui est juste là en SR, quoi. Waouh! Oh, quand on parle de moi, quand je parle de LeBron, vas-y, frère. Ah, vous êtes là pour abattre les gens ce soir. Ah ouais. Moi, j'ai encore rien Non, dit. non, Hein. en vrai, tu sais le problème, c'est quoi? C'est que Donovan Mitchell, les gens, ils vont comprendre un jour que c'est un très très bon. Ça peut pas être la tête d'affiche de ton équipe. Je sais que c'est le franchise player à Cleveland, mais le jour où il ne sera plus le franchise player de Cleveland et qu'on donnera les clés à Allen je suis sûr que il va se passer un truc. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que psychologiquement, Donovan Mitchell, il est capable de relever le truc et tout, mais il y a un moment donné, il lui manque En fait, il a un peu le même souci, je trouve, qu'un Kevin Durant. Il est pas rassembleur. Il est pas fait pour être à la tête psychologique d'une équipe. Non, je suis pas très 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 d'accord parce que moi j'ai vu, c'était l'année dernière là, pendant les playoffs, je sais pas. Il avait l'air de ressouder son équipe. Enfin, j'ai vu des images où, tu vois. C'est ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'il a beaucoup progressé et moi, il m'a beaucoup étonné déjà l'année dernière. C'est vrai. Mais malgré tout, je pense que à ce niveau-là, il aura toujours un déficit. Parce que c'est un mec qui vit que par son shoot et qui vit que par son scoring. C'est pas un mec. Tu veux dire qu'il peut pas, par exemple, prendre. Comment? Il va pas faire la différence avec des passes clutch, etc. Ce genre de truc. Il sait pas. En fait, il sait pas. En fait, comme je disais, ça reste son problème comme à Utah. Il a du mal à un moment donné à se dire bon, vas-y, c'est pas mon soir, je vais m'effacer et je vais mettre en avant tel ou tel joueur. Ouais, il sait pas le faire. En fait, et s'il sent son équipe, plus il sent son équipe en difficulté, plus il a tendance à vouloir la mettre sur son dos. Sauf qu'en fait, c'est un mec, quand tu regardes bien, des moments, il fait des cartons à 35 points, mais il est je dis une bêtise, à 18 sur 40. Donc, ça a ses limites, en fait, comme système. Franchement, tu peux pas aller gagner des playoffs avec cette mentale-là. Parce que la bonne mentale, c'est de se dire, vas-y, ce soir, c'est pas mon soir. L'équipe là, par contre, vas-y, j'ai Allen qui est super chaud, il est ouvert, vas-y, je vais lui donner des pions. Est-ce qu'il a la possibilité de faire autrement réellement, par exemple, même à Cleveland là? Bah là, oui. Là, il a les options offensives avec lui. Autant à Utah, je veux bien qu'on me dise, vas-y, c'était limité autour de lui, machin et tout. J'entends, puisque tu vois, j'ai eu, après le live de la semaine dernière, il y a quelqu'un qui l'a regardé et qui est venu me parler en me disant, ouais, mais tu vois quand même à Utah, c'était limité autour de lui et tout. Bon,
vas-y, je vais même pas discuter de ça, je vais accepter. Mais là, tu vas me dire que là, il n'a pas des assets offensifs autour de lui. Il a des Ouais, mais assets offensifs, c'est mais pas, moi, c'est pas un problème de matériel offensif autour de lui. Le problème, c'est plus son profil. C'est un scoreur unidimensionnel. Il voit que le panier en fait sur le terrain. Mais c'est ça le problème. Tu peux lui mettre Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar à côté de lui, il va Ouais, pas mais, les voir. ouais, mais C'est ce que je dis. attendez, les gars. Ah, les gars, vous êtes durs. Aïe, Mais aïe, aïe. là, moi, où je vous trouve dur, c'est vrai que en playoff, c'est vrai que la mentalité de Donovan Mitchell, c'est comme ça. Mais là où je vous trouve dur, c'est que l'année dernière, quand ils étaient en difficulté en playoff et que certains joueurs avaient la balle, personne n'a aussi élevé ou a pu montrer qu'il était capable de prendre ce relais pour pouvoir l'épauler. Donc, au bout d'un moment, peut-être que c'est vrai qu'il n'arrive pas à faire cette transition et à faire en sorte que l'équipe se fédère. Et les autres autour de lui, est-ce que eux aussi ils sont capables de montrer réellement le niveau dont ils attendent? Le Jarrett Allen, combien de fois il s'est fait caca dessus alors que on avait besoin de lui? C'est D'accord, mais en termes d'expérience, il a tellement jamais la balle. Il a tellement jamais la balle que là, quand on lui demande d'avoir la balle, bah, il sait pas quoi faire. C'est mais le problème, ouais, voilà. Si tu répètes pas tes gammes pendant la régulière, tu arrives au moment des playoffs, au moment où ça compte le plus. Voilà. Et en plus, en termes d'expérience, je veux dire, Jarrett Allen, c'est combien de saisons en NBA? Oh, je ne pourrais pas te dire, hein, je crois au que moins 7, hein, je te dirais. 7? Et Donovan Mitchell, c'est combien? Donovan Mitchell, c'est quoi? C'est 2015? Il est arrivé la saison où Ben Simmons a joué, là. Où il a été truc. En 2016. Oh, Ben Simmons, tu viens de me sortir un Maccabée du placard. Il est où celui-là, même? Il a sorti le blaze du zombie. Jarrett Allen, le futur LeBron qu'il disait, les gens. Jarrett Allen, les gars, Jarrett Allen, il en a plus que Donovan Mitchell. C'est vrai? J'aurais pas cru, tu vois. Donovan Mitchell, il en a 9. Il a été drafté en saison 2017-2018. D'accord. Ok, bah tu vois. Non, mais tu vois, pourtant, j'aurais pensé que Jarrett Allen, il avait moins d'expérience. Mais tu vois, ouais, après, peut-être qu'il y a aussi il y a peut-être besoin d'assets un peu plus fiables autour de lui. Mais comme je dis, si tu répètes pas tes gammes dans la régulière, c'est pas au moment où ça compte que tu peux t'appuyer sur un joueur. Il faut que le joueur il prenne confiance toute l'année. Il faut qu'ils aient confiance les uns en les autres. Par exemple, ce qui fait la force d'OKC, c'est qu'ils n'ont pas peur à un moment donné de se dire bon, bah vas-y, Shea, aujourd'hui, c'est moins ça. On va aller sur, comment il s'appelle leur poste 5 là Şengün. Non, OKC, Chet Holmgren, ou on va aller sur leur poste 3 là, Jalen Williams. Jalen Williams. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils ont ces options et au-delà d'avoir ces options, ils ont la confiance d'une option à l'autre. Et là encore, je te trouve dur parce que si tu regardes bien poste par poste, OK, ici, ils sont encore jeunes, mais leur marge de progression, elle est bien au-dessus. Et franchement, quand tu regardes Holmgren, faut pas oublier que pendant son année rookie, il était en concurrence avec Wemby. Même si aujourd'hui il s'est fait graille, c'est difficile de faire mieux en NBA, tout comme le pivot de Détroit. Ah, mais je suis pas dur avec. Ah non, mais attends, justement, moi je te dis que c'est tout le contraire. Je te dis que Holmgren, c'est un putain de joueur et que là où OKC sont forts, c'est qu'ils toute l'année, ils répètent leur gamme. C'est-à-dire que toute l'année, Shea, il va pas hésiter à s'effacer sur un match et à laisser briller quelqu'un d'autre. Ce qui fait que quand ils arrivent en playoff, bah, les mecs, ils ont l'habitude de prendre le lead de leur équipe. Que ça soit Williams, que ça soit Holmgren ou quoi que ce soit. Ils ont l'habitude. Au contraire, ce que je dis, c'est ultra positif dans le sens. Je vois ce que tu veux dire, mais après, ça, c'est la force du MVP. Là, on parle d'un MVP en puissance qui sait quand il faut être chaud et quand son équipe elle a besoin de lui et endosser. C'est ce qui le différencie de Donovan Mitchell, c'est ce que je te dis. Oui, non, c'est exactement ça. Mais après pour Monsieur Spider, comme on l'appelle, là, je suis d'accord avec toi. Il lui manque forcément une certaine mentalité, mais passons.